Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 224. Alors cet épisode est le début d'un triptyque sur l'autonomie. Ce thème me passionne car il nous concerne tous, du bébé à la personne âgée, du célibataire au couple, de l'employé au PDG. Alors pour commencer, nous allons nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est au juste être autonome ? Alors cette semaine, un petit clin d'œil pour Marianne qui nous a partagé combien 2 minutes de bonheur en famille est un jeu vraiment rassembleur qui permet à ses enfants d'apprendre à exprimer leurs sentiments et à raconter une histoire. Elle m'a même confié que ses enfants sont d'ailleurs beaucoup plus spontanés qu'elle-même et les autres adultes avec qui elle joue. Et parce que pour les adultes, les fameux 2 minutes sont souvent nécessaires pour mettre les pensées en ordre. Elle salue aussi le format très pratique du jeu qui lui permet de glisser dans un sac pour les trajets dans le train ou en voiture. Et vous, si vous avez des enfants, avez-vous 2 minutes de bonheur en famille dans votre voiture ? Alors, si ce n'est pas le cas, rendez-vous vite sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand ma mère m'appelle 3 fois par semaine parce que l'appli WhatsApp a soi-disant disparu de son téléphone et qu'elle me demande de venir lui régler le problème. Ça m'énerve, d'autant plus qu'elle sait très bien utiliser la technologie pour s'acheter des fringues sur Vinted. Quand je fais les impôts, je demande 100 fois à mon chéri de valider ce que je fais, alors que je remplis des formulaires bien plus complexes pour mon entreprise. Et là, ça me chicote. C'est quoi être autonome au juste ? En manquer ? Est-ce que c'est manquer de confiance en ses compétences ? Ou bien une flemme de faire soi-même ? En psychologie, l'autonomie, c'est le fait de faire les choses librement, de pouvoir faire de vrais choix parce que nous nous sentons alignés, sans forcément dépendre excessivement des autres. Il en découle la capacité à résoudre des problèmes, à gérer son temps et à s'organiser. Et pour finir, être autonome induit une confiance en ses capacités et ses compétences. C'est aussi avoir la simplicité de demander de l'aide quand c'est nécessaire. L'autonomie, c'est un des 3 besoins psychologiques de base, aux côtés de l'appartenance sociale et de la compétence. C'est un levier fort de la motivation, identifié par les chercheurs Deci et Ryan de la théorie de l'autodétermination, dont l'objectif a été de comprendre ce qui permet aux individus de se développer et de s'épanouir. Alors ça, on en a parlé dans notre podcast sur la motivation, le 221. Alors dans ce podcast, nous allons mettre de côté tout ce qui touche à l'autonomie financière pour nous attacher véritablement à cette autonomie personnelle. L'autonomie nous concerne tous, quel que soit notre âge. Du bébé qui apprend l'endormissement autonome à l'enfant qui met 3 heures à mettre les boutons dans la boutonnière, l'autonomie réclamée à grands cris par l'ado qui rabâche « je gère », au jeune pro qui découvre un nouveau métier, au couple qui gère un équilibre nécessaire entre fusion et autonomie, jusqu'à la personne âgée à qui on retire une autonomie qu'elle souhaite conserver. Ce qu'il est bon à savoir également, c'est que notre besoin d'autonomie, lorsqu'il est comblé, est une base sécurisante sur laquelle nous pouvons nous appuyer lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des événements inconfortables. En étant autonomes, nous sommes plus résilients dans un environnement qui n'est peut-être pas 100% aligné avec nos attentes. Nous pouvons nous approprier les conditions qui ne dépendent pas forcément de nous, les intégrer et agir en les prenant en compte. Bref, nous savons mieux rebondir quand on est autonome. Se sentir autonome, c'est donc aussi la base qui nous permet de prendre des risques, de relever des défis, de nous dépasser et éventuellement de sortir de notre zone de confort. Mais comment mettre en place un environnement qui favorise l'autonomie ? Alors la première idée, c'est prendre le temps de l'écoute. Qu'il s'agisse de notre enfant, de notre élève, de notre parent, de notre collaborateur, de notre conjoint, la première étape consiste à nous mettre à sa place, à nous inviter dans ses baskets. En faisant l'effort de comprendre cette personne, nous avons accès à ce qui est important pour elle, à ses valeurs, à ce qu'elle considère comme un obstacle et comment elle réagit devant des difficultés. Nous accédons aussi à ce qui peut parfois l'empêcher d'agir. Par exemple,
Une de mes collaboratrices est passionnée par les sujets sur lesquels nous travaillons. Elle a une tendance à tout creuser en profondeur, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Au début, pour l'aider à gérer son temps, je dimensionnais l'effort à fournir à sa place. Je lui demandais de traiter certaines tâches en surface et surtout, je ne prenais pas toujours le temps d'écouter ce qu'elle avait pu lire et comprendre lorsque ça n'était pas utile pour nos priorités. Et alors, j'ai vu sa motivation baisser. Une fois que j'ai compris ça, nous avons pu rééquilibrer les priorités de façon qu'elle puisse aussi dédier une partie de ses ressources à la recherche en profondeur. Elle est alors beaucoup plus efficace et motivée pour avancer sur le reste. Cette étape demande une bonne dose d'empathie. Et je vous recommande, si vous voulez aller plus loin, de faire un petit détour dans notre épisode 137. Toujours avec cette bonne dose d'empathie, accueillir les difficultés de l'autre sans chercher forcément à y pallier tout de suite. Peut-être qu'il va se tromper. Peut-être que ça va lui prendre plus de temps, plus d'énergie. Sans doute les choses seront faites différemment de vous. Cependant, rattachez-vous à la valeur intrinsèque de l'apprentissage autonome. Deuxième idée pour mettre en place un environnement qui va favoriser l'autonomie, c'est encourager les initiatives. Effectivement, une fois que nous avons cerné la personne, nous pouvons l'encourager à participer et à prendre des initiatives. C'est très important car ça permet à cette personne de s'approprier la tâche, ce qui se traduit par une plus grande motivation pour se lancer et persévérer. Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle activité, nous pouvons orienter la stratégie de la personne, la soutenir si elle en ressent le besoin. Cependant, plus elle sera libre d'avancer à sa façon, plus elle s'y attellera avec entrain et plus forte est la probabilité qu'elle l'amènera à bien. S'il s'agit au contraire d'une tâche qui suit un protocole préétabli, la préparation des états financiers d'une entreprise par exemple, avec son lot d'utilisation de logiciels ultra normés, de vérification hiérarchique et d'échéances à respecter, un bon motivateur expliquera les raisons de suivre un tel processus. L'argumentaire permet aux gens de persévérer dans une tâche en autonomie parce qu'ils ont internalisé le pourquoi du comment et qu'ils y adhèrent. Rappelez-vous, c'est l'exemple du code de la route que nous suivons tous, même si s'arrêter au feu rouge rallonge nos temps de trajet. Troisième idée pour favoriser un environnement autonome, c'est bannir les « il faut » et « tu dois ». Effectivement, ces petits mots coercitifs « il faut »,« tu dois »,« tu devrais » mettent de la pression et donnent l'impression d'être contrôlés par une force extérieure. Au contraire, dans la mesure du possible, laissez le champ des possibles ouvert. Par exemple, dans le cas de mon fils de 7 ans qui doit pratiquer la lecture et qui rechigne à se lancer dans la lecture d'un roman complet. Il trouve ça trop long, il me dit je vais jamais y arriver, c'est trop ennuyeux, il y a plein de mots que je vais pas comprendre. Du coup, j'ai pris le temps de lui expliquer les bienfaits de la lecture, surtout ses apprentissages à venir. Je lui expliquais combien un roman amusant pouvait abattre toutes les difficultés qu'il redoutait, sans parler de tout le plaisir que procure la lecture. Ensuite, j'ai laissé plusieurs options ouvertes ou semi-ouvertes, longueur et niveau de difficulté du roman. Le moment dans la semaine qui va être dédié à la lecture et sa durée, et on est allé ensemble à la librairie pour qu'il puisse choisir ce fameux premier roman selon ses goûts. Et figurez-vous qu'au milieu des classiques de mon enfance, il a choisi Star Wars. Oui, un roman adapté des films. J'ai dû faire preuve de beaucoup de self-control et les premiers jours, il a fallu le rappeler à son plan, puis il se l'est très vite approprié, il l'a même revisité. Il n'avait pas pensé à la possibilité de bouquiner dans l'autobus scolaire et il a même réembarqué dans le tome 2 qu'il est allé lui-même emprunter à la bibliothèque. Mission accomplie. Allez, je change de regard. Alors pourquoi cette autonomie est-elle si importante ? Alors déjà, se sentir autonome permet d'agir par soi-même. Alors je voudrais vous parler d'une étude qui est assez amusante qui a été menée par Paloma Dominguez et son équipe de l'Université de Grenade. Cette étude va démontrer que lorsque les enfants ont le choix, ils mangent plus de légumes. Bonne nouvelle pour les parents qui nous écoutent. Voilà quelques détails. 3 groupes d'enfants ont été confrontés à 2 légumes qu'ils apprécient particulièrement. Au premier groupe, il est dit « Voilà 2 légumes que vous pouvez manger autant que vous voulez ». Au deuxième groupe, il est dit « Il y a 2 légumes, lequel voudriez-vous manger aujourd'hui ?» Et enfin, les chercheurs sélectionnent un des 2 légumes pour le troisième groupe,
toujours parmi les 2 légumes les plus appréciés par les enfants, et ils leur disent « Aujourd'hui, il y a ce légume ». Puis les chercheurs ont mesuré la quantité moyenne mangée par chaque groupe. Le résultat est frappant. Lorsque les enfants ont le choix, les enfants mangent beaucoup plus de légumes que lorsque ça n'est pas le cas. Alors, comme le montre cet exemple des légumes, lorsque nous nous sentons autonomes, nous sommes plus enclins à agir par nous-mêmes, nous nous sentons mieux motivés. Effectivement, si j'ai le choix, je me lance, tandis que si je me sens forcé ou que je dois absolument suivre un protocole préétabli, je résiste davantage. Certains malades sont bien plus aux manettes de leur guérison lorsqu'ils sentent que le personnel ou leurs proches leur lâchent un peu les baskets, qu'ils peuvent décider eux-mêmes de ce qui est bon pour eux ou quand leurs souhaits sont entendus. Et les bienfaits de l'autonomie? Alors le premier, c'est que ça va doper l'estime de soi. Effectivement, lorsque nous agissons en autonomie, nous dopons notre estime de nous-mêmes. La recherche sur l'autorégulation dans les études, c'est-à-dire la capacité des étudiants à s'autodiscipliner, va aussi dans ce sens. Plus les parents et enseignants soutiennent l'autonomie des étudiants, plus ils apportent des défis bien calibrés et moins ils essaient de les contrôler, et plus ces derniers persévèrent et se sentent épanouis dans la réalisation d'eux-mêmes. Dans ce contexte, leur vie leur semble aussi plus satisfaisante. Satisfaire leurs besoins d'autonomie leur permet, donc à ces étudiants, à la fois de rester motivés et de ressentir plus de bien-être que les étudiants qui n'ont jamais été soutenus. C'est un cercle vertueux, car être encouragé à explorer, à faire des choses par soi-même, pousse à relever des défis qui boostent l'estime de soi-même, et c'est un socle pour se déployer encore plus. Donc, plus je me sens autonome, plus je nourris ma confiance en moi, et plus je suis motivé à agir, et ainsi de suite. Franchement, à encourager, surtout avec nos propres enfants. Ce qui vient aussi renforcer l'estime de soi, c'est que l'autonomie augmente la performance des individus. Par exemple, dans le cas de la pratique d'un instrument de musique, une étude menée sur des étudiants d'écoles prestigieuses en Nouvelle-Zélande a démontré que plus ces étudiants se sentent autonomes dans leur travail, plus leur pratique de l'instrument est fréquente, plus les étudiants se tournent volontairement vers des pièces plus difficiles et plus leur pratique est de grande qualité. Un autre bienfait de l'autonomie, et pas des moindres, l'autonomie permet d'être plus heureux. En s'autonomisant, nous sommes plus capables de prendre de la distance par rapport aux pressions extérieures, qu'elles soient culturelles, familiales, environnementales, etc., et de poser de vrais choix qui correspondent à ce qui est vraiment bien pour nous et qui a du sens pour nous. C'est la différence que Ryan et Deci, dans la théorie de l'autodétermination, font entre les objectifs intrinsèques et extrinsèques. Les objectifs extrinsèques participent d'une vision plus hédonique du bonheur, c'est-à-dire à la recherche du plaisir. Ça inclut l'argent, les biens matériels, le succès, la popularité et l'image que nous renvoyons aux autres. Les objectifs intrinsèques répondent, eux, à une conception eudémonique du bonheur, c'est-à-dire que le bien ultime est le développement de chacun, de son esprit, l'élévation de sa personnalité. Ça inclut donc le développement personnel, la santé, la qualité de nos relations et l'impact autour de nous sur la communauté. En fait, lorsque nous sommes concentrés sur ces priorités intrinsèques, nous améliorons sensiblement notre sentiment de bien-être et de satisfaction dans la vie. En bref, nous sommes plus heureux. Alors ça a été démontré par une étude longitudinale avec un nom assez cocasse et particulièrement pertinent. Choisissez bien vos souhaits. Et ça a été mené par Christophe Niemiec, un autre professeur de l'université de Rochester. Son équipe et lui ont interrogé des étudiants en fin d'études sur les objectifs qu'ils allaient poursuivre à leur sortie d'école. 1 an après, il est retourné auprès de ses étudiants pour voir ce qu'ils étaient devenus et mesurer leur niveau de bien-être. Il est incroyable d'observer qu'il n'y a aucune corrélation entre l'atteinte d'objectifs extrinsèques comme gagner de l'argent, devenir plus puissant, plus populaire et le niveau de bien-être. Au contraire, l'atteinte d'objectifs extrinsèques multiplie les risques de dépression, d'anxiété et même de problèmes physiques. À l'inverse, tous les étudiants qui avaient poursuivi et atteint des objectifs intrinsèques comme entretenir de relations durables, contribuer à des projets qui ont de l'intérêt pour la collectivité, étaient tous devenus plus heureux. Donc, poursuivre des objectifs libres, intrinsèques
et guidé par notre autonomie rend véritablement plus heureux. Troisième bienfait, le sentiment d'autonomie augmente la vitalité. Les chercheurs de la théorie de l'autodétermination ont démontré que le sentiment d'autonomie augmentait évidemment le bien-être physique, ce qu'ils appellent la vitalité. La vitalité, c'est l'énergie disponible ressentie par une personne. Généralement, c'est une variable que nous sommes tous capables d'évaluer pour nous-mêmes. Toutes les études vont dans le même sens. Plus nous sommes contrôlés dans nos façons de faire, moins nous ressentons de l'énergie pour accomplir ce qui doit être fait. Certains chercheurs qui se sont intéressés à l'autodiscipline ont même dû revoir leur copie en constatant l'importance de l'autonomie sur le bien-être des individus. Ils avaient précédemment démontré que lorsque les gens sont forcés à accomplir quelque chose qui demande de l'attention ou de la discipline, de poser des actes autorégulés, ils s'épuisent. C'est la tradition de l'épuisement de l'ego. En y regardant de plus près, ils se sont rendus compte que toutes les études portaient sur des choses pour lesquelles les personnes observées devaient se forcer, ce qui leur ôtait tout sentiment d'autonomie. En faisant bouger cette dernière variable, le résultat est sans appel. L'effet d'épuisement ne se manifeste pas. La personne gagne en énergie. Et il est par exemple très intéressant d'observer les gens qui partent en retraite après une vie de labeur. Ceux qui s'adonnent à leur passe-temps, font des projets, partent s'installer ailleurs ou voyagent, prennent le temps de découvrir de nouvelles activités et ils ressentent un profond bien-être, une grande vitalité dans cette période de rupture. Boostés par cette autonomie et le fait de choisir, ces personnes peuvent même être plus énergiques que des gens qui ont 20 ans de moins qu'eux. Agir en autonomie permet de combattre l'impression parfois d'avoir perdu leur utilité, leur capacité à contribuer. Cela préserve de la tristesse, de l'abattement et parfois même de la dépression qui surgit trop souvent au cours de cette période bouleversante qu'est la retraite. C'est tout ce que je développe et que je défends dans le coffret Un temps pour soi retraite. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, être autonome, 1. Permet de poser de vrais choix, 2. Augmente l'estime de soi, et 3. Favorise l'autonomie des autres. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de faire un petit pas et de choisir d'être autonome en prenant une décision simple, par vous-même et en assumant la responsabilité de votre action. Allez, osez! La petite mousse est savante cette semaine. Elle nous vient de Galilée qui nous dit « On ne peut rien enseigner à autrui. On ne peut que l'aider à le découvrir lui-même. » Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.